Bien, bonsoir. Nous allons démarrer cette séance de l'après-midi qui semblerait être un peu difficile à tous de commencer. Et cependant, il y a beaucoup de sens de démarrer cet après-midi avec ce dialogue. Je vous rappelle que nous nous trouvons dans cette séance du samedi autour de cette phrase de Camus, l'art ne peut pas être un monologue, et nous avons vu comme trois créatrices, en utilisant des outils différents, prend part de cette réalité et dans ce dialogue en leur propre sein pour ensuite pouvoir faire face au monde extérieur. Et pour moi, cet après-midi, c'était également très intéressant et nécessaire d'articuler ce que nous avons intitulé d'une manière très ouverte « Dialogue d'un art à l'autre ». Et avec nous, pour ce faire, nous avons, et vous le voyez ici, il semblerait qu'il n'y a que 2 personnes avec nous, mais je voudrais qu'à présent on puisse se connecter avec Luis González Palma. Bonsoir Luis depuis l'Argentine, grand merci de nous accompagner dans ces moments, dans cette année si difficile, où aussi c'est notre réalité, ces moments-ci. Vous-même comme public, on se trouve dans cette salle inhabituelle et nous, l'un des conférenciers dans ce cas-ci, se trouve en Argentine et il n'a pas pu se déplacer jusqu'ici, mais il nous semblait tout à fait nécessaire qu'il puisse être dans cette conversation, je dis bien ce dialogue d'un art à l'autre, car nous avons avec nous Alejandro Castellote, commissaire de photo, qui a pénétré dans le monde des images depuis très longtemps et a également ce qu'on pourrait définir comme un photographe, mais en vérité, nous avons ici 2 artistes avec des univers et des parcours très différents autour de cette thématique de dialogue d'un art à l'autre. Donc finalement, leur besoin de construire cette narration, cette écriture en utilisant un art et un autre pour nous raconter et expliquer, traduire leur univers. Je laisse donc avec vous ces 3 personnes, 1000 pardons pour les retards, et je vous cède pendant 1h30 les micros. Bien, alors bonsoir. J'allais dire que c'est un plaisir, non, c'est très émouvant, sincèrement, d'être ici avec vous tous. C'est certainement l'une des choses qu'on regrettait le plus que d'être ensemble, de pouvoir nous réunir, de pouvoir échanger des connaissances, apprendre, profiter de la culture et avec cette atmosphère et cet espace qui nous enrichit tellement à nous tous. Effectivement, Luis nous manque énormément. Les circonstances sont celles qu'elles sont. La situation est également difficile. Lui, vous imaginez, il est là-bas avec une quantité de neige considérable en Argentine, à Cordoue. Et je vais peut-être commencer d'une autre manière. John et Luis sont mes amis, des amis à moi. Ce qui m'oblige à avoir une relation d'abord spéciale avec eux, puis ensuite qui facilite énormément cette conversation. Luis est né au Guatemala, en Amérique latine, en 1957, mais il s'est déplacé à Cordoue, Argentine, au début des années 2000-2001. Il m'a passé un curriculum très neutre, on le verra plus tard, parce qu'il dit que dans toutes ses expositions personnelles, il parle de l'Art Institute de Chicago, Anna Foundation à Santa Fe aux États-Unis, en Australie également le centre de photographie, le palais également des photographies au Mexique, le Palazzo Ducale de Genova en Italie, les musées Macro et Castellini en Argentine, et il a participé dans des festivals
tels que le Photogest de Houston, aussi les rencontres d'Arles en France, le Singapore International Photography Festival de Singapour aussi, à São Paulo, à Caracas, entre autres. Sao Paulo, on le dit Sao Paulo en Brésil, mais c'est San Pablo pour l'Argentin. Il a également participé dans la Biennale 51, aussi dans les 23 biennales de San Paulo, à La Havane, aussi le Harchen en Allemagne, le Taipei Museum en Corée, à Taïwan, au Musée des Beaux-Arts de l'Argentine, à la Fondation Ados à Zurich, au Palais Comte-Duc à Madrid et dans le Farfabriken à Stockholm, Suède, et il a des œuvres dans un grand nombre de collections dans le monde entier. Et John va m'envoyer le sien d'une certaine manière aussi. Voilà. Voilà, on y arrive. Nous l'avons. Eh bien, John est né en 1978 à San Sebastián. Il est économiste et artiste visuel. Son approche à la photographie provient d'une perspective anthropologique à caractère intime pour ensuite développer un langage qui incorpore des signes et des symboles ancestrales à la création contemporaine. C'est un auteur austère, synthétique, silencieux. Il recherche l'art à travers la propre mise en question personnelle, qui recherche une meilleure compréhension du milieu qui l'entoure. Depuis 2007 jusqu'à 2019, il a travaillé dans le projet appelé Galerna, qu'il a publié en 2020, accompagné par la maison d'édition Xavier Barrade en France, l'une des maisons d'édition extrêmement importantes dans le monde de la photographie, et à Calpine, qui est également un site web et un éditorial, une maison d'édition et distribution de livres à Madrid. Son travail s'est montré dans des institutions publiques et privées telles que le canal Isabel II, le Casa Forum, Tabacalera San Sebastián, à Cibeles également à Madrid, dans la fondation musée Jorge Oteiza, qu'ensuite nous allons visiter, accompagné par John, dans le Guangdong Musée au sein de la triennale Guangzhou, dans la ville de Guangzhou en Chine, au musée Belvédère aux Pays-Bas et Photomuseum d'art en Belgique. Il a participé également dans de nombreux autres événements internationaux tels que les rencontres d'Arles, dans le festival aux Pays-Bas, dans la Biennale internationale d'art contemporain d'Amérique du Sud, à Photo Mexico et Photo Espagne. Et je vous remets le dispositif, pardon. Bien. Alors, avant même de commencer, je vais vous raconter un peu comment ce qu'on va faire. Luis, nous l'avons à Cordoue, Argentine. Nous allons faire une petite présentation du travail que lui-même il va citer. Nous allons le passer depuis ici. On va diriger ce regard. Puis ensuite, John va également m'en faire une petite présentation de son travail. Car ensuite, au sein de la conversation, nous allons revenir à certaines des images que nous allons expliquer pour expliquer des processus et pouvoir aussi renforcer certains détails. Parce qu'on arrivait avec un peu de retard, l'une des premières choses que je souhaitais remercier, c'est précisément à la mairie de Saint-Louis d'avoir osé faire cette édition qui est si importante pour nous tous, comme ceci a été dit auparavant, de remercier énormément à Sandra Monac et toute son équipe d'avoir pu mettre en œuvre avec tous les problèmes imaginés qu'ils ont dû surmonter et que nous-mêmes nous vivons au quotidien. Donc nous sommes extrêmement émus de pouvoir participer, de venir ici, de pouvoir trouver avec John en présence et Luis de manière virtuelle. Et je voudrais commencer en lançant une cite d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Emilio Geddo, qui dit « L'apprentissage de la liberté constitue la mémoire de ce que nous sommes. Les êtres humains, nous sommes ce que nous sommes
par le langage, la possibilité de nous communiquer. L'amour, l'amitié et le monde des sentiments n'a pas de code, au contraire, le langage. Et je pourrais ajouter l'amour et l'amitié, aussi la création artistique qui n'a non plus des codes tels que le langage. Il y a un espèce de code qu'il évoque toujours, que la photographie est un langage universel parce qu'il est compréhensible par tout le monde. Eh bien, nous sommes beaucoup et nous ne sommes pas tout à fait d'accord que ce soit un langage. Le langage est un pacte social où on décide d'appeler ceci table, et chaque fois qu'on évoque table, nous savons de quoi on parle. Mais en photographie, ce n'est pas le cas. Même si, soi-disant, nous comprenons tous, une photographie, il faut le dire, l'un des facteurs les plus importants pour nous approcher à une image, c'est depuis où nous regardons. Quelle est notre culture, l'imaginaire culturel que nous partageons dans notre culture, mais pas avec une autre. Quelle est la position géographique? Quel est notre état d'âme? Quelles sont nos expériences individuelles? Tout cela rend que quelque chose d'aussi simple qu'une photo, qui est un morceau de papier qui n'a pas d'autre importance en termes d'objet, peut convoquer les larmes d'une mère en regardant le visage de son fils, ou encore qui nous retourne face à une situation qui nous rappelle, si nous avons 80 et quelques années, la guerre civile espagnole, etc. Les photographies ont cette capacité de devenir un interrupteur de la mémoire. C'est pourquoi on ne les regarde pas toujours de la même manière. Chacun d'entre nous, effectivement, les voit différemment parce qu'ils traversent les filtres de notre subjectivité. À partir de là, on commence dans une espèce de dissonance avec les clichés de la photo. C'est tout à fait classique et naturel pour tous. Et avant de m'étendre davantage, je voudrais demander à Luis, qui, je crois, me voit à travers cette caméra, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, oui, je te vois. Que tu puisses commencer. Je crois que tu as le son là, oui, on essaye? Non, non? Oui, tu as le son. Parfait. Alors, Luis, vas-y, quand tu souhaites passer les images, tu me le dis, et moi, sur ma commande, je passe les images. Bien, avant tout, grand merci pour l'invitation. Vous pouvez vous imaginer, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous. Je vais être assez bref parce que finalement, j'avais déjà parlé avec Alejandro que je préférais utiliser le temps où on passait mes images pour en parler. C'est pourquoi je vais aller le plus rapidement possible. Alejandro, tu m'avais dit 10, je vais essayer de me tenir à ce temps-là. Oui, parce qu'après on peut revenir sur n'importe laquelle des images pour pouvoir rentrer en profondeur et en détail. J'ai aussi quelques vidéos aussi de ces expositions qui vont nous aider à illustrer son travail. Allez, vas-y, Luis. Bien, le PowerPoint commence avec ces images qui sont finalement le début de mon travail. En 1989, on peut un peu réduire l'intensité, s'il vous plaît, de la lumière. Passer, oui, noir complet si c'est possible, voilà, ne vous en faites pas. Image suivante, s'il vous plaît. Ce sont des images, et là je dois vous parler un peu, parce que je crois que le contexte, le futur et la création a lieu où on grandit. Et pour moi, ce sont ces expériences primaires qui marquent la manière de comprendre et interpréter le monde. Toutes ces images que je vous montre apparaissent à travers cette réflexion et ce que je vivais à ce moment-là. Image suivante. Je dois deviner. Il s'agit ici, voilà, oui. Voilà, je la vois un peu mieux, oui, d'accord. Cette image, excusez-moi, c'est que si on éteint la lumière, je ne vois pour ainsi dire pas l'image non plus sur l'écran. Ah d'accord, c'est le regard critique, cette œuvre. Bien, c'est une image
que c'est un peu un paradigme dans le sens que tout ce sur quoi j'avais travaillé auparavant était directement relié avec des aspects politiques, sociaux, mais aussi poétiques et beaucoup liés avec ce qu'on appelait le réalisme magique, avec, dans ce courant de la littérature d'Amérique latine. Et avec le regard critique, j'essaye de laisser un peu tous ces différents aspects reliés avec la nature pour faire une réflexion sur le regard, comment je regarde l'autre, comment je l'imagine, et également vous parler de la perception, non seulement de la photographie, mais de manière générale. Image suivante, Time Out. Eh bien, démarre depuis la même série. Image suivante, ces images qui touchaient directement cela, d'essayer de comprendre comment nous percevons l'autre, le monde aussi, et évidemment, parce que moi je suis né en 1957 et en 1960 commence le conflit armé au Guatemala qui a duré 30 ans. C'est-à-dire que depuis que je suis né jusqu'à 30 ans, je vivais dans un pays où il y a eu beaucoup de peur et où la violence a marqué profondément la manière de comprendre le monde, de me comprendre, et également a eu des influences sur la relation avec les autres. Et cette violence très subtile, cachée, est très présente dans mes travaux. Image suivante. Ensuite, cette image appartient à 2003-2004. C'est le premier projet que je développe en Argentine. Un projet assez onirique et également très marqué par la pensée psychoanalytique, qui est une pensée qui m'intéresse énormément. Cette série, par exemple, et l'autre. Image suivante. Tout ce travail avait été le début de projets que j'ai commencé à réaliser donc depuis l'Argentine. Ensuite, il y a eu d'autres expérimentations. Je crois que l'image suivante, c'est un projet qu'Alejandro me l'avait également cité. Je crois qu'il est essentiel dans mon travail parce que c'est là où je commence d'une certaine manière à éliminer une partie de l'image avec une finalité très claire. Là, vous voyez des draps de la crucifixion de Christ. C'est une image de Gréco. Surbaral, c'est le peintre qui peint justement ces étoffes. Et où moi j'ai fait ces sculptures en copiant ces draps à travers la peinture du Christ crucifié et en laissant uniquement ces tissus pour imaginer l'absence d'un être vivant. Continuons, passons l'image. Oula, pardon. Oui, je sais que j'allais très vite, mais quand même, il me reste encore... Non, je ne voulais pas t'accélérer, excuse. Voilà d'autres séries, des projets aussi. Un projet lié avec l'image à couleur, qui était quelque chose que je n'avais pas utilisé auparavant. Ensuite, image suivante. Je pourrais évidemment vous parler de chacun de ces projets avec beaucoup de temps, mais franchement, je préfère laisser un peu de temps. Ceci est un projet pour la création d'une commission à Madrid. Ensuite, après, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Vous passez. Oui, il fonctionne presque automatiquement, cette commande. Désolé. Voilà, passez image suivante. C'est un projet. Ton regard me trahit sans le savoir. C'est toute une série intitulée de la sorte. Ce sont
là des habitants, enfin du garde du corps est très complexe à cette époque de violence au Guatemala, mais ce besoin de créer précisément un projet à partir de ce besoin social était quelque chose d'indispensable. C'est pourquoi je parle de la scène, parce que peu à peu, c'est ce que disait Alejandro, moi ce que j'ai essayé de sortir littéralement d'un concept de ce que c'est que la photographie. Et il y a certains projets qui n'ont presque rien à voir avec la photographie. Et à partir de cette image du cuivre, par exemple, ou même de l'éclairage d'une chambre, je crée une mandibule. Et celle-ci, je la fais maintenant en chocolat blanc, tel que vous voyez sur l'image, où finalement j'invitais les gens à en manger. Voilà, c'était un peu l'idée, comment l'artiste est créateur, il peut transmettre une partie de son corps et finalement devient le moyen pour la création. Image suivante. Excusez-moi, c'est la commande à sa propre personnalité, j'ai un peu de difficulté à la contrôler. Bon, il me reste une petite minute, je vais rester là-dessus. Et pour respecter les 10 minutes, passe, je t'en prie, à une autre série, je t'en prie. Oula. Une autre, voilà. Revenez, voilà. Voilà. Et la précédente, s'il vous plaît, celle-ci, voilà. La précédente aussi? Bon, je vais terminer ici parce que finalement, je voudrais bien utiliser le temps que nous avons plutôt pour dialoguer qu'une autre chose. Mais pour moi, ce travail, par exemple, était très important parce que c'est un projet que j'avais réalisé dans la place centrale de Guatemala. C'est un projet Necker. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'image du Palais national. Et je suis arrivé là, j'ai pris des photos du Palais national, puis ensuite, image suivante, j'ai invité les gens à prendre des photos sur la place face à l'image et non pas face au palais. Et c'était là un peu une confusion entre la réalité et la représentation, et où il y eut un peu de portraits. Pendant très longtemps, j'avais fait des portraits au Guatemala et je voulais à nouveau faire un projet de portrait qui puisse s'éloigner quelque peu de ce portrait mélancolique et sérieuse avec une charge presque religieuse. Je crois que je vais m'arrêter ici si tu veux, Alejandro, puis après nous continuons avec les autres images. Tu connais ce qu'il y a dans cette présentation pour ensuite continuer dans le dialogue. Merci beaucoup, Louis. Nous allons faire la même chose avec John et je vais vous passer la commande. Vous verrez, vous allez trouver du plaisir. Bonjour, on va lancer l'œuvre de Yann. Voyons. Bon après-midi, je suis John Cazenave. Je voudrais donc vous dire quelques mots en catalan. Je suis basque, je suis né au Pays Basque. Et avec, je pense qu'il est important le dialogue entre les langages. Je reprends l'esprit de Camus, donc je tiens à remercier l'organisation de m'avoir invité, je tiens à remercier l'équipe ainsi qu'à vous tous d'avoir tenu à m'accompagner. Donc on va commencer par ça. En fait, tout ceci va surgir d'une tension. Une tension existante au Pays Basque depuis que j'étais très petit. Donc je suis née en 1978. J'ai tenu à la manifester ou à la
l'exprimer de cette manière. Je suis passée par Oteiza, j'ai choisi Oteiza et Chillida, deux sculpteurs qui travaillaient autour de mêmes idées. Ils travaillaient le vide et qu'ils les travaillaient d'une manière assez proche. Donc on a d'un côté Oteiza et avec une toute petite sculpture, en fait, Oteiza vient nous dire que c'est ce qui est important, donc ce n'est pas la matière, mais plutôt l'énergie intérieure qui peut exister dans un creux, dans un vide. Et dans une œuvre non achevée, en fait, Chillida réfléchit exactement ou essaye d'explorer exactement la même idée, l'énergie que l'on peut tirer d'une montagne. Donc ces deux artistes montrent bien ce qui existait au Pays Basque, ce qui continue à être présent au Pays Basque. Galerna, en fait, que je démarre en 2007, ce projet va surgir pour pouvoir être aussi bien de l'école au suivre, reprendre un peu l'essence de Chillida et l'essence de Oteiza, donc sans savoir à les séparer, sans savoir à choisir pour une fois. Donc au début, je pars donc d'une photo qui montre le conflit politique. Ces images, donc, ce sont des images de cette époque. Vous voyez, j'ai choisi le blanc et le noir très opposés, donc deux couleurs très opposées. Et donc ce choix n'est pas un choix esthétique. Pour moi, le blanc et le noir, en fait, nous rapprochent, pour moi, nous rapprochent donc à l'affrontement. Et donc montre bien la société polarisée. Le manque des nuances, des gris, nous montre bien cette réalité, une réalité des gens, en fait, qui ont été éduqués dans la violence, le conflit, la polarité. Donc, quelque part, avec ce travail-là, j'essaie de trouver une issue à tout ça. Donc, en fait, je suis partie d'une image assez intime, la photo documentaire. C'est à vous de lui mettre une étiquette, mais à partir d'une esthétique que moi je vais appeler l'esthétique de l'affrontement. Alors, voyez comment ce travail a été affiché en 2020 sur la salle Arte Cucha, donc à la Tabacalera San Sébastien. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. Une commande, un problème de commande, c'est ça? Voyons si ça va un peu plus vite. Je ne sais pas, Sandra, je ne sais pas si ça va un peu mieux ou pas. Excusez-moi. Bon, est-ce qu'on peut réduire la lumière? En fait, ce noir, en fait, c'est le chemin entre la politique, la tradition, cette fusion de l'être humain avec la nature. Petit à petit, en fait, cette fusion m'amène vers des chemins moins empruntés par la politique, le conflit, la violence, et plus concentré sur le mythe. Et je cherche cette mythologie comme étant un refuge symbolique. Donc en fait, le mythe est un symbole qui m'a permis donc de quitter cet environnement pollué pour arriver au paysage comme une construction, et un paysage très relié à la photo. Le paysage n'est qu'un territoire donc que l'on voit à partir d'un espace avec un héritage social et culturel. Et ensuite commencer avec l'analyse de la patrie. Et petit à petit aller partir de patria vers matria, père, mère, et donc le trou et la grotte comme un réduit abstrait, comme un espace abstrait
abstrait pour un être humain qu'on a oublié mais qui est toujours là, en passant toujours par le dialogue entre les parois de la caverne et la peau de Lourdes, c'est ma fiancée de l'époque, la main. Donc le premier selfie, on dirait, cette image d'une main. Alors, il est important pour moi, toute cette trajectoire est importante. Après la grotte, j'ai donc comme une lumière, en fait. Et donc, la photo et l'art, en fait, a un rôle de libérateur. Je dis, et Alejandro l'a souligné, moi, je commence ce projet comme basque. Et moi, je le finis en étant une personne complètement libérée de toutes ces charges, identitéo-politiques et complètement, donc, complètement submergée dans la rencontre et dans l'abstraction. Encore un autre point que l'on verra avec Luis. Alors, je vous ai dit que mes images sont des images noires, mais non, mes images ne sont pas si noires que cela, n'ayez pas peur. Alors, je reviens donc à des aspects plus liés à la nature, à l'air, à la mer, aux nuages. Parfois, les nuages et la mer nous expliquent beaucoup plus de ce que l'on peut tirer des livres. Donc là, vous voyez, je commence à y aller, je m'échappe de ce qui était la photo chargée d'informations pour arriver à des aspects plus graphiques liés au monde oriental, la tâche. Plus tard, on parlera de cela, mais car c'est vrai que je suis en train de m'étendre dans le temps, enfin d'occuper un peu trop le temps qui m'est donné. Donc, jusqu'à que nous arrivons à apparaître pour la toute première fois cette image ou la photo comme étant un objet de sculpture. Libérer l'image donc d'un mur, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je pense qu'il faut libérer. En fait, je parle pas de sculpture, je parle d'objets sculpturiques. Je crois qu'en fait, quand on utilise un volume ou quand on utilise les deux dimensions, les choses changent. C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Et à la fin, la couleur. Donc pendant 10 ans, je me suis concentrée sur le blanc, sur le noir, et après, il y a la couleur qui apparaît. Après tout ce que j'ai pu apprendre dans la grotte, en fait, il y a la lumière qui va surgir et que je fais apparaître dans ces pierres. C'est une manière d'ouvrir la porte au paysage dans mes photos par le biais de la couleur, des pigments. Alors tout ceci, en fait, il faut dire que tout cela nous amène à une expo et donc grâce à un livre qui a été édité par Dalpine et par Xavier Varal avec l'aide d'énormément de personnes qui ont contribué pour que ce projet-là devienne quelque chose de réel. Et ensuite, je vais vous présenter l'étape suivante. C'est une étape beaucoup plus géométrique avec la présence de la couleur. La couleur vient du pigment que je collecte dans la montagne. Alors, en essayant de compléter des images qui ont un niveau d'ouverture, avec cela, je ne suis pas en train de vous dire que je n'aime pas les images ouvertes. Non, je me sens attirée. J'ai le sentiment, en fait, que ces images vont être complétées par la présence très simple du pigment, donc un pigment qui apporte des couches à mon image. Donc, par la suite, me concentrer sur l'image de construction,
plus tard, je vous parlerai de la technique qui m'a amené à obtenir ce résultat. C'est-à-dire, ce sont des selles, c'est une technique du 19e siècle pour que la mère puisse représenter sa propre image. Moi, je tiens compte des aspects, ce sont des captures d'écran, donc des captures faites dans la mer. Et donc, c'est vrai que ces projets-là sont formalisés autrement à tout ce que vous avez pu voir. Ce sont des projets ouverts, alors et qui n'ont pas une forme définitive. Mais je voudrais conclure avec cette réflexion, la logique scientifique et la logique artistique. La logique scientifique nous dit que la vie en fait la vie ce ne sont que des marches pour arriver au sommet, mais la logique artistique travaille autrement, conçoit les choses autrement. Ce sont des cercles qu'on éclaire petit à petit et à un moment donné, si on a de la chance, on finit par connecter toutes ces marches. Et donc quand on l'éclaire, en fait, va changer, va s'éclairer. Alors, voyons. Alors, nous allons revenir plus tard. En fait, j'avais noté qu'il y a donc un certain consensus. L'art fait partie du processus. Moi, j'ai voulu toujours poser aux artistes la question suivante, c'est-à-dire quel est le moment qui permet qui défoule, qui te donne l'envie de créer quelque chose que tu vas partager. Ce matin, on parlait des monologues. Moi, je crois qu'il y a une partie dans ce processus de création des artistes où il y a un solipsisme, et donc c'est quelque chose que j'ai entendu quand un photographe parlait de lui-même, et en fait je suis allée assez rapidement chercher. Solipsisme dit que le sujet donc ne peut pas affirmer aucune existence sauf sa seule existence. Alors on dirait qu'en fait il est concentré dans ce qui est son monde, et tout ce qui est à l'extérieur ne peut pas être aussi réel comme la relation ou la notion de réalité que l'artiste peut avoir de lui-même. Donc mais cette création finit par avoir la volonté d'être partagée, c'est-à-dire encore une autre essence de l'art, et que l'art c'est vraiment le partage. Et moi, je voudrais donc vous poser cette question d'abord à Luis et ensuite à Yon, pour partant donc de vos propres processus pouvoir avancer et savoir qu'est-ce qui déclenche l'envie de créer et d'aborder un projet comme celui-ci ou comme un autre. Luis, moi je pense, ce qui commande, c'est le désir. Sans désir, on n'aurait rien. Le désir existe parce que nous habitons un monde que nous ne comprenons pas, où il y a des choses de ce monde-là que nous ne comprenons pas. On n'est pas d'accord avec le monde. Pour moi, c'est fondamental. Le fait que l'on ne soit pas en accord avec le monde m'amène à créer des images qui puissent le compléter quelque part, pour que ces images me servent et servent l'autre. Mais ce que nous appelons le processus créatif est quelque chose qui m'est donné. Le souhait de chercher l'expérience, en fait, l'expérience est là. Mais moi, je ne peux pas le voir autrement. Je ne peux pas le voir autrement. En fait, il faut être prêt, il faut être attentif à toutes ces expériences, en fait, qui se donnent à toi et qui m'aident à construire d'autres mondes, des mondes qui m'accompagnent et dans ma vie, dans mon habitat. Et c'est ainsi. Alors moi, je souhaite
rencontrer. Je cherche, je suis attentif. Donc, je suis très attentif à mon expérience de vie. Je souhaite trouver quelque chose, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'est montré, c'est comme l'étincelle qui met en place quelque chose qui va se plasmer qui va se concrétiser dans une œuvre. Toi, tu parles beaucoup de la psychanalyse et de l'image, ces sortes des images qui communiquent, et parfois tu parles de l'enfance et de ce besoin qui est bien défini, que tu définis très très bien. Tu nous dis que tu as besoin de créer un monde parallèle car le monde que tu as n'est pas suffisant. Et tu parles de l'enfance comme ce moment de ta vie où tu ne peux rien faire avec tes propres mots et avec les peu de mots dont tu as et avec le peu d'expérience que tu as. Donc tu as vécu de vivre un peu plus pour que, étant adulte, tu puisses donc récupérer ces fils et les mettre un peu en ordre, tous ces fils. Alors j'étais là et donc quand nous revenions, en fait, John m'a dit qu'il avait un texte lié quelque part aussi à l'enfance, ou qui parle de l'enfance. Alors bonjour Luis, je t'ai même pas dit bonjour. Maintenant qu'on commence donc à réfléchir, oui, moi il y a un texte d'un géographe brésilien qui est Janer et qui est très intéressant et qui dit la chose suivante et qui nous dit: les enfants ne construisent pas d'autres espaces au sein d'un espace, ils construisent une nouvelle spatialité dans un espace qui n'existe pas. Alors c'est l'enfance comme quelque chose qui est créé. Alors comment est-ce qu'ils comprennent l'espace? Comment est-ce que tu gères ce monde, le monde de l'enfance? Car il y a une phrase que tu m'as renvoyée, c'est une autorisation pour pouvoir, je t'ai demandé l'autorisation pour la citer. Et tu nous dis que ce n'est pas une phrase t'appartenant, mais c'est plutôt le titre d'une conversation que tu as écrit avec un psychanalyste et qui dit: personne sort inerte de l'enfance. Et tu dis: cette phrase n'est pas à moi. Non, la phrase appartient à celui qui va la dire. Alors on ne sort pas indemne, pardon. Et donc Pablo Neruda en fait à un moment donné va dire au postier, alors et donc parce qu'il va il va reciter quelques vers et donc il va finir par le dire, la poésie appartient à celui qui en a besoin. C'est pareil, je ne sais pas comment le définir, c'est difficile de pouvoir dire personne sort indemne de l'enfance, mais c'est vrai. Toi, tu as cette relation est très présente, tu as beaucoup travaillé la relation avec ce manque de verbalité et ces premières images qui sont importantes et que tu vas vivre dans ces musées, dans ces églises, dans ces musées alternatifs qui sont les églises. L'enfance en psychanalyse, qui est un domaine qui m'intéresse énormément, là, on travaille énormément les souvenirs ou ce que l'on croit être nos souvenirs. Alors, moi, je me rappelle d'une phrase de Matute. Il disait: si l'enfance dure plus que la vie, l'enfance est fondamentale dans la construction de toute personne. Elle pu être bonne ou mauvaise, on ne rentre pas là-dedans, indépendamment. Alors, mais quelque part, cette période de ta vie, en fait, va te marquer à tel niveau que tu vas passer ta vie à essayer de gérer ces images. Donc, mon besoin de créer des images, je pense à mon besoin de créer des images. Et en fait, il faut que je me sente confortable devant le monde et ce besoin en fait va surgir à un
moment où tu es dans le monde et tu ne sais rien, absolument rien de l'expérience dans le monde, alors de cette expérience de vie. Alors, c'est ce manque, et pour mon cas en tout cas, ce manque ou cette lacune m'a mené à chercher des expériences esthétiques dans des églises, donc au Guatemala. Alors, vous imaginez que ces églises n'ont rien à voir avec les églises que l'on peut voir en Europe. C'est un mélange des mythes et un mélange entre donc le monde indigène et les mondes de l'extérieur. Alors j'ai trouvé des expériences qui étouffent et donc je me suis rendu compte étant adulte que ces images, je les ai gardées en moi et que pendant très longtemps je n'ai essayé que de revenir à ces images. Je suis assez surpris. Donc, au fur et à mesure que l'on commence à avancer dans cette conversation, alors je suis surpris de voir que vous utilisez tous les deux le mot marché comme étant un rituel qui amène donc à un état d'âme qui va te mettre en situation d'ouvrir certains canaux, à être attentif à certaines choses. Donc vous marchez pour trouver comment est-ce que dans ce qui est une recherche, c'est-à-dire vous êtes dans un jeu qui est très proche du processus de création. Dion, en fait, tu nous disais que quand tu sortais faire des photos et si tu aussi faisais mauvais ou tu n'aimais pas la lumière, en fait, tu avais toujours une pelote, donc tu te retrouvais un mur à gauche et tu te mettais à jouer. Et alors jouer avec une main et tu faisais des photos avec l'autre main et tu faisais des photos. Tu peux nous raconter ce jeu, oui. Alors, ce sont des jeux de stratégie, car à la fin, tu veux que ta tête, en fait, se calme pour ne pas être aussi présent. Donc, au début, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Alors, je suis économiste. Et les photos du début étaient les photos d'un économiste qui apprenait l'image. Et donc, mais une fois, et donc les techniques que j'utilise, c'est-à-dire me promener pour avoir le sentiment que je suis en train de faire quelque chose, mais qui n'est pas quelque chose n'est pas productif, et donc jouer au Pays Basque. Dans tous les Pyrénées, je dirais, dans chaque village, on trouve donc un mur à gauche. Et le mur à gauche a un point de rituel. C'est un mur, c'est un espace sacré, c'est un espace vide avec des traits, une ligne qui marque où est-ce que la pelote doit être placée. Et c'est là où l'être humain donc met en jeu ce jeu. Un jeu qui est lié donc aux astres avec cette sphère, et l'être humain danse donc au rythme de cette pelote, quoi. Alors qui veut faire des photos quand on peut jouer à la pelote? Et ce sont des éléments qui sont si géométriques, si liés donc à la question spirituelle. En jouant et en faisant un clic, en fait, tu obtiens de magnifiques photos. Il y a le rythme qui va surgir, il va y avoir les points de ligne sur plan des Kandinsky et tu penses donc et tu te sens très très bien. Et moi, je le fais uniquement quand je n'aime pas la lumière que je retrouve ou quand je ne sais pas interpréter la lumière. Parfois, je pense que la photo et que les travaux photographiques, pour des cas comme le mien, en fait, deviennent donc une interprétation de la lumière dans un espace. Alors moi, c'est comme l'interprétation, je répète, de comment la lumière tombe
tombe, se reflète. Alors quand je ne sais pas interpréter cette lumière, je joue à la pelote et je fais d'autres types de pratiques. Des pratiques qui m'intéressent beaucoup. Maria, ce matin, nous parler de quelque part donner l'espace au corps, car dans cette série, j'utilise mon corps dans un espace. Donc, j'occupe cet espace d'une manière harmonieuse, parfois d'une manière très violente. Donc, à la fin, en fait, cela devient un registre. En faisant des photos, je fais des registres. Enfin, je registre en fait ce que je suis en train de faire. C'est vrai que c'est un travail que je n'ai pas osé pour l'instant montrer. J'ai besoin de beaucoup de temps, donc je voudrais montrer une fois de plus le PowerPoint de Luis pour chercher une vidéo et donc revenir à ce que Yon est en train de nous dire. Alors lui, il nous a dit qu'il a fait ce geste. Il a fait ce geste avec la gauche, fait des photos, ou avec la gauche, tu fais des photos, et avec la main droite, tu joues. Alors, tu nous parles de comment on utilise les deux hémisphères et le corps. Alors, moi, je suis surpris. La neuroscience, en fait, m'occupe depuis un certain temps. Il y a longtemps, en fait, j'ai découvert en tant que personne, pas en tant qu'homme, en tant que personne, en fait, j'ai découvert cette réalité. Je suis allée vers le rationalisme, qui est une manière que nous avons les hommes pour nous défendre, pour montrer nos émotions. Et tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que le rationalisme m'entravait dans les choses. Les questions étaient très rotundes, et un jour, j'ai lu le titre d'un livre. C'est un monsieur, Antonio Damasio, c'est un Portugais, un neuroscientifique qui travaille, qui est aux États-Unis. Alors, qui a écrit un livre qui s'intitule L'erreur de Descartes. Alors, j'ai pensé que ça doit être intéressant. Alors, il nous parle, nous allons le revoir, parce qu'il parle de la relation, de comment est-ce que nous travaillons, nous faisons fonctionner nos deux hémisphères, et il parle de la relation que nous avons avec le corps. Dans ce monde des neurosciences, il y a beaucoup de tests qui ont lieu, justement pour voir comment est-ce que nous utilisons l'intelligence rationnelle ou l'intelligence émotionnelle et la relation que cela peut avoir avec le corps. Un exercice qu'ils font est notamment de faire deux personnes qui se promènent, et donc une personne discute donc, et avec un certain récit, donc il marche, et à un certain moment lui dit combien c'est 12 par 8. Alors l'autre personne se met à calculer, et donc il s'arrête pour donner la réponse. C'est-à-dire l'optimisation de la pensée pour donner des ordres au corps passe par des mécanismes qui sont étroitement liés aux inerties, à ce que nous avons appris, et qui ont beaucoup à voir avec la réutilisation d'ordres que le corps émet de manière habituelle. Mais quand tu fais travailler l'autre partie de ta pensée, alors le corps nécessite de s'arrêter pour faire une réflexion. Alors, je pense que la phrase pourrait nous faire rire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vais vous montrer une série de Luis Mobius. Plus tard, nous reviendrons à cette série. Et là, j'ai retrouvé ce portrait. Un portrait, c'est un portrait énorme. Et ce sont des morceaux de visage, en fait, qui ont été imprimés sur du papier de riz. Alors, le papier de riz est encore plus fin, beaucoup plus fin. Alors, il parlait, et il va nous le raconter plus tard, lui, il parlait
de la fragilité de nos identités. C'est pour cela que le papier de riz est l'élément choisi par Louis pour donner sens aux outils qu'il utilise. Toutes les interventions de Louis, en fait, ont un sens. Le papier de riz aussi. Alors, si vous voulez, il n'y a pas une correspondance sur les endroits des fragments. Et en plus, cette position qu'il présente d'être uni uniquement par la partie supérieure. Attendez, parce que les vidéos, c'est juste à la fin. Mais on y parviendra. Et à la fin, c'est comme je vous disais. Nous écoutons. Louis, tu m'écoutes? Au secours. Un moment. Une seconde. Où se trouve-t-il la vidéo de Mobius à la fin? Oui, mais comme nous ne pouvions pas vous avoir en image et en même temps projeter l'image, c'est la raison pour laquelle on a eu ces difficultés au début. Oui, je crois qu'il est... Non, il n'est pas ici. Bon, laisse tomber. D'accord. Oui, bon, je le dis rapidement, c'est que quand nous avons accroché... Voilà, il est là. D'accord. Bon. Quand nous avons accroché cette photo, cette exposition qui avait eu lieu à la Fondation Telefonica en 2015, hier c'était juste 6 ans que nous l'avions fait, l'un passe à côté de cette image et avec le propre mouvement, ce papier de riz bouge, comme s'il respirait. Notre corps donc et notre relation avec la photographie provoque autre chose. Et cela m'avait semblé impressionnant parce que cela m'a rappelé quelque chose qui est écrit par Antonio Damasio où il indique, et il met un exemple de comment est-ce qu'on arrive à rappeler l'image d'une personne chère à nous. Il dit que notre mémoire ne stocke pas les visages des personnes que nous aimons comme si c'était des polaroïdes. Ce qu'ils font, c'est que lorsque notre esprit a besoin de remémorer quelqu'un concrètement, une personne chère, le système envoie une information à travers des corpus de contacts névralgiques et il envoie des messages vers les capteurs de sentiments, de vision, la mémoire et toute cette information fragmentée est celle qui nous permet de récupérer cette image momentanée du cortex de la mémoire. Louise ne savait pas cela, mais il a fait l'illustration, à mon avis, parfaite de comment est-ce qu'on se rappelle de l'image d'une personne chère. Je cite toujours le cas d'une d'une grand-mère, qui avait une odeur particulière justement de ses cheveux et il fallait absolument le représenter dans un fragment. Et c'est là où rentre l'artiste. Et Louis, il parvient à cette description, à cette illustration presque littérale de comment fonctionne notre pensée à partir de l'intuition et d'un processus complètement différent. Comment est-ce que vous parvenez à cette image? Je parle beaucoup en ton nom, excuse-moi Louis. Comment est-ce que tu parviens à cette image de Mobius? En partie, je suis d'accord avec le fait, l'idée, disons, est une photographie dimensionnelle. Eh bien, j'ai essayé de faire en sorte
que la photographie, je l'ai appelée ainsi, essayait une espèce de photographie expansive où l'image de la photo pouvait devenir une odeur, de devenir un espace, une saveur même. Sortir donc d'une conception purement traditionnelle de la photographie. Et je crois qu'avec cette photographie qui s'appelle la peau de l'œil, j'ai décidé d'utiliser le papier de riz parce qu'il me semblait très semblable, similaire à la peau. D'abord, l'important c'était la décision, puis ensuite de pouvoir créer une image pouvant interagir avec l'autre de manière silencieuse, d'une manière très subtile, où l'autre accepte l'image et l'image vous accepte, ce qui a lieu au quotidien. Et lorsque le corps se rapprochait à l'image, il l'acceptait. Et comme tu l'as très bien dit, et la personne se surprenait très souvent, comme l'image bougeait. Et l'idée basique, c'était cela, c'était de construire une espèce de peau, une peau qui symboliquement soit proche à ce que c'est qu'un portrait, et ne jamais oublier la subtilité de pouvoir parler dans l'espace avec les autres. Oui, mais tous ces fragments, vous les avez cousus, parfois même sur certains points concrets, avec un fil rouge. C'est presque comme un fil en laine, quelque chose de très organique. C'est pas... disons, c'est comme un circuit en circulation. C'était comment pouvoir créer un système, mais qui puisse fonctionner et ne pas fonctionner en même temps. C'est-à-dire comme un système circulatoire et comment les images parviennent et ensuite disparaissent. Le fil rouge fonctionne de la sorte. Il fonctionne comme en donnant une cohésion à l'image, mais en même temps, ce qui donne la cohésion, eh bien, le perd. C'est un peu un paradoxe. Merci. Pourrait-on revenir, je vous en prie, au PDF de John, parce qu'il y a là, j'aimerais bien vous parler de comment nous montrons ces photos et aussi de certains processus, mais comment est-ce que nous la montrons et comment sont ces processus directement liés ou qui interagissent de manière décisive avec le corps, dans certains cas de manière consciente. Vous permettez? Oui, je ne sais pas exactement. Ah, ça c'est le travail de Louis. Peut-on voir le travail de John? Le PDF de... Le mien à présent, celui de John, s'il vous plaît. À la régie. Est-ce que vous pouvez raconter un peu... Vous rappelez, c'est carrément comme une espèce de muraille qui tout d'un coup représentait une carte des marées. Oui, attendez que j'y arrive. Une fois de plus, c'est ce qui était indiqué auparavant, cette question de marché, de déplacement, de mouvement, qui est directement lié au fait de se dévêtir du mental, tel un habit, et également de, comment dirais-je ceci, de l'auteur, de ce besoin d'être toujours, de raconter, je veux dire, je veux faire parce que je veux communiquer, voilà ce que je veux dire. Non. Et cette série naît de quelque chose de très simple, que j'essaye de montrer des images, comment la mer frappe la terre. Et je sens que j'ai aucune bonne photo. Au moment d'arriver chez moi, apparaît quelque chose, c'est que tout d'un coup, le doigt bouge et dans le programme Bridge, il commence, telle une mitraillette, à apparaître ces images en tout petit. Et quand je vois ça, je dis, mon Dieu,
mais c'est comme la mer en train de respirer. C'est la respiration de la mer que je suis en train d'observer là. Et ce mosaïque de ces images, ces 7 fils de 30 images, ce qui représente, c'est la respiration de la mer pendant 6 minutes sur le même endroit en faisant clic, 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 clic. Et ce que vous voyez là, ce sont ces plans en détail de la roche, l'eau qui rentre comme une vague et ensuite cette vague qui passe au-dessus des rochers. Et en arrivant aussi chez moi et en analysant les résultats, je me disais, mais ces tempêtes qui sont si associées aux lunes, j'ai créé aussi un mosaïque de ces 210 images faites sur un calendrier 2018 et 2017, enfin de toutes les années des périodes de lune. Et Castellotte avait très bien écrit là-dessus en disant « L'art, il n'est ni recherché ni trouvé. L'art, simplement, il vit. » Eh bien, je crois que sur cette pièce, on voit très clairement cela. Cela qui permet aussi cette façon, c'est-à-dire quelle est notre relation comme spectateur. Là, normalement, et cela est très bien utilisé par John, à une image très éloignée de la porte de l'exposition. C'est pourquoi ce que l'on voit véritablement, c'est cela. Et la propre curiosité, ensuite, nous encourage à nous rapprocher, à regarder ces rochers, comment est-ce qu'ils sont frappés par la mer, et quand ils comprennent effectivement le processus, que ces images sont recouvertes par les vagues, et quand il comprend cela, le spectateur, il revient en arrière et lui-même est en train de créer ce processus de la marée en s'approchant, en s'éloignant, en se trouvant sur le bord de mer. Et lui-même, il fait ce mouvement de la houle en allant et en revenant. Cette manière d'interagir avec les spectateurs est, je crois, ce qui est de plus en plus important dans le milieu des spectateurs pour que ce ne soit pas seulement une relation passive, celle que l'on établit avec le public, mais en revenant également aussi à John et à ce processus de création, parfois lui-même, il a observé comment progressivement il se sépare. Et c'est ce que font les photographes, et ce n'est pas toujours aussi facile, que quand ils souhaitent partager quelque chose, ils sortent dans la rue avec leur caméra, attendre que la réalité leur montre quelque chose qui soit directement relié avec ce qu'ils souhaitent partager. Et cela n'est pas aussi facile à obtenir. Et il y a d'autres personnes qui, ce qu'ils souhaitent partager, ils le créent à travers des jeux, comme ceci a été fait par John, et que vous faites également aussi avec cet autre objet photographié. Oui, sur cette photographie, ce travail, basiquement, c'est que j'ajoute, c'est le faire. Excusez-moi, il semblerait que je passe le temps en train de faire ces choses très naturelles, mais ce n'est nullement le cas. Là, j'étais dans la plage de la Concha, et tout d'un coup, je vois une plaque ferreuse exposée directement. Attendez, je vais vous expliquer comment j'y suis parvenu et comment vont les images. Vas-y, comment est-ce que vous voyez là? C'est un papier washi, donc japonais, avec une solution sensible à photographie. Et si vous mettez quelque chose au-dessus, c'est comme un négatif. Et la partie qui est au soleil est bleue, et là où je mets un objet est blanc, parce qu'il ne reçoit pas des rayons ultraviolets. Et la solution photosensible ne va pas agir. Je vous l'explique comme ça rapidement. Et il en est de même ici. J'étais sur la plage de la Concha, mais le papier mesure quoi? 80. Ceux-ci sont un peu plus petits, n'est-ce pas? Ceux-ci, ce sont les grands. 140. Comment est-ce que vous tenez cela? Vous prenez votre papier et vous attendez que les vagues arrivent? Oui, comme ce papier, comme il est, comment dirais-je, je ne pose pas des questions d'idiot, mais c'est que j'essaie aussi de comprendre, hein, sachez-le. Oui, parce que quand vous appliquez la photo sensible, toutes les fibres s'ouvrent sur le papier.
C'est un papier donc qui est comme un peu de Rimex mouillé, très délicat. Alors je les mets sur des planches, ce papier de 3 mm, en faisant très attention et pris par des pincettes. Bon, enfin, c'est un peu honteux de le dire, mais voilà ce que je fais. C'est-à-dire, je vais sur le bord de mer, je plante ce immense tableau de 170 cm et j'attends que les vagues arrivent. Et quand vous parliez auparavant justement de cette protection, alors si je me protège derrière ces grandes planches avec un papier très délicat, ce que je fais, c'est situer du sable et en utilisant l'inclinaison, permettre que les vagues puissent déposer du sable sur le papier pour obtenir cette image à gauche. Vous voyez du sable, là ne traverse pas la lumière et il devient blanc. Et quand ça passe, vous avez l'autre couleur plus obscure. Donc c'est aussi une lutte contre la mer. C'est une manière de pouvoir me planter littéralement en utilisant mon corps. Et nous sommes à nouveau dans la même tension. C'est finalement un sel ferrique en résistant au coup du sel minéral qui est celui de l'eau de mer. Et dans cette rencontre apparaissent effectivement l'oxyde de fer, puisqu'il y a une oxydation, et apparaissent alors les couleurs, le rouge. Et le papier est si délicat et d'un grain si fin, vous voyez la partie A et B. Si on le retourne, ce papier, vous voyez ce que à droite. Et c'est merveilleux parce que finalement, quand vous utilisez la caméra et tout simplement, il se met face aux éléments qu'il adore et avec lesquels il souhaite travailler, apparaissent ces formes si merveilleuses qui pourraient être comme des champignons ou des archipels avec ces corrosions du sel minéral. Vous dites, il a dit quelque chose de très joli et très profond et qui accroche avec ce que tu es en train de dire, c'est se dévêtir de cette obsession d'être auteur. Et il disait, laissez que la mer puisse donner sa propre image. Et c'est une phrase très jolie. Seulement William Henry, en 1840 et quelques, il avait écrit le Crayon de la nature, l'un des premiers livres de la photographie. Enfin, le deuxième livre, on me rappelle, de l'histoire de la photographie. Et il y a un moment où les lettres de Talbot, il dit, ce serait merveilleux de laisser que la nature puisse dessiner sa propre nature. Et cette simultanéité, pour moi c'est très curieux comment depuis d'endroits si différents, dans des moments si différents, les personnes arrivent à des réponses très semblables, à des paroles très semblables, à des définitions, à des sensibilités, etc. C'est pourquoi une année nous avions réalisé dans la Biennale de Huacho le sujet de la simultanéité, parce que quelque chose qui avait été systématiquement désautorisé, le fait que par exemple le deuxième qui arrive dans une découverte et qui dans le milieu de l'art, quand on vous dit « Ah, mais ça j'ai vu quelqu'un qui a fait aussi ça », vous êtes mort, c'est cruel, mais qui parfois on le dit sans y penser, ou parfois on le fait même pour le mettre en contexte. Mais c'est toujours un coup dur que reçoit l'artiste quand on lui dit cela. Et je crois qu'il fallait redéfinir ce type de situation dans laquelle de personnes dans d'autres endroits complètement différents parviennent à des résultats très semblables en parlant de la simultanéité plutôt que de parler de copie ou de plagiat. Parce que cela a lieu véritablement. Et John joue avec cela. Et nous allons également voir quelque chose à cet effet. Mais en parlant précisément de se dévêtir de certains éléments, il y a un processus au sein du travail de González Palma qu'il avait lui-même énoncé. Ces tissus de pudeur des photographies du baroque, où lui-même il élimine le corps du Christ.
Et il y a une partie de son travail que l'on peut voir sur son PowerPoint où Luis, sans, je suppose, je dis bien, sans se trouver... Tu peux me passer la commande, oui. Il semblerait qu'on s'approche, dit monsieur. Aquí. Attention, oui, j'arrive. Alors, il y a un photographe parmi les plus anciens du Guatemala qui s'appelle Juan José de Jesús et qui est le responsable d'une bonne partie de l'iconographie de la deuxième partie du 19e siècle du Guatemala, je disais bien. C'était des portraits réalisés en studio, mais également toute l'iconographie qui traite les églises, les cathédrales, etc. Et tout cela est conservé dans le musée de photographie à Guatemala, où Luis, il a été voir ces portraits et ce qu'il a fait, c'est éliminer le sujet du portrait et cela a été associé à un moment où, comme disait Luis, c'était véritablement ce qu'il souhaitait faire dans son travail qui était celle de représenter le rien, le vide, quelque chose qui est très près du concept du vide, presque le concept taoïste du vide, qui ne parle pas précisément d'absence des choses, car le vide est très plein, mais la représentation qui existe et auquel on cite comme vide est très complexe. Et je voudrais que Luis nous raconte un peu comment a commencé cette série, si la conceptualisation effectivement existe avec ces tissus de la pudeur et cet autre projet qui est directement associé avec la correspondance de Bar Munch, le peintre norvégien. Bon, en t'écoutant, Alejandro, oui. Moi, cela fait environ 10 ans que je ne prends plus des photos. Je sors pour marcher, me promener. Je sors surtout pour réfléchir. L'idée de ce qui est indéterminé de John et de créer des œuvres où l'auteur ne se trouve pas. Moi-même, j'avais fait cette pièce et je suis très intéressé. Je pars de la pensée de John Cage, qui, je crois, est véritablement mon pont et qui a donné un sens à tout ce travail où j'ai directement décidé d'abord de travailler à travers d'archives, des archives de mes propres œuvres, mais également des archives que j'ai pu trouver d'autres endroits, tels que par exemple l'observatoire de Silma. Et l'idée étant d'éliminer le portrait, c'était d'effacer toutes les empreintes laissées sur la toile, les changements d'humidité. Vous aviez parlé de l'évolution de la mer aussi. Par exemple, de ne pas avoir de contrôle. Jazz n'avait pas eu de contrôle au début, dans le sens de comment les facteurs environnementaux, changement de l'humidité et le mauvais usage également réalisé avec le travail sur les planches, toute cette information qui est contenue de l'image. Et j'étais très intéressé davantage sur cette information qui avait été une information que l'artiste ne l'avait pas vue lorsqu'il était vivant. Mais cependant, ensuite, toutes ces pièces ont continué à se transformer. Alors, trouver cela faisait partie du projet. Mais
partie des photographies que moi-même je n'avais pas prises et trouvé comme finalement il existe un monde qui continue à être associé à nos œuvres et nos projets et sur lesquels nous n'avons véritablement aucune relation. Et l'idée des tissus de pudeur et éliminer le corps de Christ, et parce que tu l'as dit, je me suis rendu compte que c'est bien là où j'ai commencé cette volonté d'aller en essayant d'aller vers quelque chose qui se rapproche à un vide. Parce que ce vide, qui puisse contenir une série de questions. Ou dans le cas des œuvres de Mundt, directement associées à ces carnets, de laisser uniquement les mots qu'il avait lui-même effacés et les taches d'encre qu'il avait d'une certaine manière provoquées. C'est comme lui ôter, c'est quelque chose de paradoxal, mais ôter du poids aux mots, mais surtout que ces paroles éliminées, de le convertir en paroles. C'est pourquoi je continue à travailler avec des images d'autres, de ces carnets que lui-même il avait réalisés, où tout simplement, eh bien, j'élimine progressivement jusqu'à laisser des dessins silencieux et qui, d'une certaine manière, je pense, il dit ce que la parole ne peut soutenir. Quelqu'un et que le langage n'est pas capable de nommer même. Et dans le monde, et je suis en train de penser aux arts visuels, ce qui est le plus important, c'est ce qui n'est pas. Et je le pense aussi depuis le psychoanalyse. C'est parfois ce que vous ne dites pas, ce que vous insinuez. Eh bien, je crois que l'image, il en est un peu... c'est un peu la même chose. Il y a une très grande quantité d'informations. Tout simplement, il faut essayer de la récupérer pour la mettre à un autre niveau et la doter de cette espèce de force qui est directement évoquée par cela. Bien, laissez-moi de continuer avec cette vidéo. Peut-on activer cette vidéo ? Tu peux nous en parler, si je t'en prie, Luis? Oui, cela touche directement cette obsession que nous avons de fixer quelque chose. C'est l'impossibilité, la frustration que nous avons donc de pouvoir arrêter le mouvement de la nature en soi, la vie qui nous échappe des mains. Et même si nous avons l'illusion qu'on ne capte pas cela, c'est toujours une illusion. Et ce projet naît d'essayer à tout prix de saisir les choses qui ont lieu de la nature et finalement les traits de ce dessin, je les transforme en petites pièces, des sculptures qui sont réalisées à partir de certaines branches. C'est-à-dire les traits que vous aviez sur le dessin, je les isole avec des branches quand elles sont vertes et quand elles sèchent, ils vont acquérir la forme de leur propre dessin. Et c'est ainsi que revient cette image de la nature. Et surtout, je les appelle les os de l'eau parce que s'ils n'avaient pas plu, je n'aurais pas pu
avoir effectivement ces images laissées sur le tissu. Bien, nous revenons sur la simultanéité. Moi, cette petite vidéo m'a immédiatement rappelé deux choses. Le mythe de Sisyphe, en train de charger cette pierre qui ne cesse de monter et arriver en haut, elle retombe, ce rocher, et vous essayez de fixer aussi en dessin quelque chose qui est en mouvement et qui montre l'impossibilité de cet essai. Et ensuite, il y a une vidéo très jolie de Oscar Munoz, colombien, qui, avec un bol d'eau, il est en train de peindre avec effectivement son pinceau sur son visage et il est en train d'essayer de dessiner cela sur un rocher très chaud. Et comme il le fait avec de l'eau, avec la chaleur, immédiatement l'eau s'évapore et son visage ne cesse de disparaître. Donc à chaque fois qu'il essaye de dessiner cela, son propre visage, cette insistance probablement à définir son identité ou fixer son identité, quelque chose aussi difficile. Continuellement, tu as travaillé sur la question de l'identité. Oui, maintenant on a récupéré le son, merci. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'identité presque depuis le début, mais aussi quelque chose que vous avez fait comme jeune, c'est d'utiliser des techniques de photographie ancienne très habituellement dans votre travail, depuis les propres caissons. À un moment où vous avez un problème de son, monsieur. Oui, probablement vous avez bougé votre récepteur, ou émetteur plutôt. À un moment, on va vous changer, voilà, au micro. Bien. Mais j'ai compris ce que tu disais. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Je vous comprends. Bien. Et donc avant, non, jusqu'à là. Non, non, oui, oui. Maintenant, disons que j'écoute doublement. Bon, John disait, ou parlait du processus qui correspond avec les débuts de la photographie. Vous aussi, vous avez utilisé beaucoup de techniques anciennes, les processus avec les ambrotypes et même les caissons des daguerreotypes. Vous les avez utilisés avec certaines incorporations contemporaines, les viseurs aussi, des photographies télescopiques. Vous avez utilisé donc beaucoup de techniques anciennes. Vous abandonnez quelque peu la photographie, mais pendant très longtemps, vous avez réalisé un déploiement de tous les outils qui, au moment de quelque chose d'aussi complexe comme vous le considérez qui est la représentation, le regard sur quelque chose, vous utilisez précisément ces outils et vous êtes en train d'improviser le type de relation. Mais quelle est véritablement la raison pour laquelle vous avez toujours utilisé autant de techniques anciennes que même avant même de la photographie, tel était le cas des anamorphismes que vous utilisez avec les cylindres 4 optiques. Alejandro, je crois que formellement, en parlant, la manière dans laquelle vous vous rapprochez à une image et à un objet, selon le matériel que vous avez, ce rapprochement va être différent. La propre image imprimée sur du papier à riz ou en vidéo va être perçue d'une manière complètement différente. Et moi, je tiens compte de cela énormément, ces éléments. Quel est donc le matériel, quelle est la technique qui serait la plus pertinente, je peux le dire ainsi, pour que on puisse contenir toute une politique, une idéologie présente dans cet ouvrage. C'est pourquoi le rang que j'ai, le rang ou la palette de matériaux est très vaste, parce que dans toute l'histoire de la photographie, elle est pleine de techniques qui ont changé avec le temps,
Et finalement, avec la technologie, la possibilité d'imprimer sur des matériaux qui étaient, pour ainsi dire, impossibles, est tout à fait accessible. Et j'essaye donc de me donner toute la liberté possible pour voir la relation entre ce qui est matériel et l'image. Mais une fois de plus, c'est quelque chose de très contesté. Il nous reste 5 minutes. Oui, le micro. Levez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Ah, voilà, d'accord. Bien. Non, c'est que l'autre micro que vous aviez, eh bien, ne marche plus. Donc, très bien. Il nous reste 5 minutes, la vie éternelle, comme on disait. Bon, je souhaitais également parler du paysage et de la relation que John a établie avec le paysage et ce traitement qui a été si spirituel, n'est-ce pas? Avec une définition qui a été réalisée aussi dans les années 40, en l'an de 1840, où on a la première perception du paysage, que même si c'est quelque chose de matériel, il tend à être quelque chose de spirituel. Et toi-même, la manière dans laquelle tu détermines les cultures et la façon de laquelle on aborde la représentation. Et il y a un très bon ami, un artiste chinois, Gabo, qui disait que il avait cette volonté d'émanciper son ouvrage des racines culturelles de laquelle il provient. Et Gabot, il dit alors que l'un de ses professeurs à la faculté, Wei Wanchong, avait dit: les artistes, c'est comme les comètes. Ils bougent par le vent en liberté, mais ils maintiennent toujours un fil qui les relie à la terre, à la tradition, à leur culture. Gabo, c'est lui qui m'a dit ça. Et évidemment, lui-même, il m'a immédiatement dit: je souhaite couper ce fil. Et je lui ai toujours dit: cela n'est pas possible. Tu auras toujours ce relais. Et l'autre jour, j'ai dit cela à Louis, et il m'a dit quelque chose comme: bon, couper peut-être pas, mais... Et qu'avez-vous dit? Oui, le couper. Vous pouvez le couper, ce fil? Non. Non, mais on peut le lâcher par contre. Et quelle était l'alternative que tu nous donnais? De le couper carrément, de le lâcher, de le lâcher. Mais on ne peut pas. Mais oui, bien sûr, le lâcher, je dis bien. Pas le couper, le lâcher, que monsieur dit. Excusez-moi, on est un peu en boucle avec le son. Bien, comme le temps ne cesse de tourner, je voudrais encore dire deux toutes petites choses concernant Louis et John et que j'ai vécu moi-même quand progressivement j'ai vu des interviews avec eux. Et il y a quelque chose qu'ils font et qui n'est pas très habituel. C'est qu'ils passent le temps en remerciant les personnes qui les ont écoutés et constamment ils remercient, je dis bien, que ce soit toi qui leur as proposé quelque chose, etc. Cette manière de rentrer dans un dialogue, de rentrer à parler dans leur œuvre en remerciant me semble une faculté humaine sans doute, mais qui n'est pas très fréquente et qui est l'une des essences pour l'autre personne de comprendre, comme disait Camus ce matin, ou encore comment nommer également Stott Marina Sess qui disait que ce qui est important dans le dialogue, c'est dire les choses véritablement. Et bien avec eux, les deux, le dialogue est très facile parce qu'ils ont cette honnêteté dans leur travail et dans la façon de le raconter. Donc je leur remercie énormément qu'ils m'aient accompagné dans cette conversation et j'espère que vous avez également pu en profiter au maximum. Merci beaucoup.
Bien, ce n'est nullement évident. Ces connexions, n'est-ce pas, on est plus ou moins habitué progressivement cette année à cela et nous souhaitions également les défaire en invitant que tous nos conférenciers soient parmi nous. Mais bon, la vie est ce qu'elle est, pardon, et nous sommes encore dans cette pandémie et cette conversation est aussi le reflet du monde dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi nous avons eu ces conversations, comme disait Franck ce matin, ces disjonctions qui font partie aussi de ce dialogue, de ces sons qui nous interrompent au moment de commencer et d'entrer parce que pour nous c'était très important et pour moi personnellement cette présentation du travail de deux grands artistes, de leur univers et vous transmettre ces univers pour comprendre la complexité de ces arts qui dialoguent les unes avec les autres et le besoin d'utiliser un grand nombre d'éléments pour construire ces univers singuliers. Si vous avez des questions, je vous en prie, à leur égard, eh bien, j'ouvre la possibilité, s'il vous plaît, en attendant que le micro arrive. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, une fois de plus, je les remercie et nous allons prendre 10 minutes pour recommencer. On a un peu de retard pour préparer convenablement la prochaine conférence que va terminer Camille de Toledo, qui non plus ne peut être avec nous et que c'est à travers de Zoom que nous allons l'écouter, mais nous savons qu'il va s'engager à fond et que nous aurons véritablement le sentiment qu'il est parmi nous. Bien, 10 minutes pour préparer toute la question technique et grand merci Louise depuis l'Argentine que d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Alejandro et John aussi.